des heures cruciales pour Israël et le Hamas. Le cessez-le-feu de 5 jours expire ce soir à minuit. L'Égypte tente d'arracher une prolongation de la trêve. Israël se prépare à une éventuelle reprise des hostilités. Après leur victoire hier et la reprise du barrage de Mossoul, les forces kurdes poursuivent leur offensive contre l'État islamique. Elles entendent pousser leur avantage en reprenant d'autres localités tombées aux mains des djihadistes. Et puis la garde nationale mobilisée à Ferguson après une nouvelle nuit de tension. La colère dans cette banlieue du Missouri ne retombe pas, plus d'une semaine après la mort d'un adolescent noir tué par un policier. Le Grand Direct avec Daniel Goldming. Bonsoir, bienvenue, nouvelle édition spéciale du Grand Direct sur i24 News. La tension est à son comble alors que le cessez-le-feu de 5 jours entre Israël et le Hamas doit expirer dans 4 heures maintenant. Doit-on s'attendre à la reprise des hostilités? Un accord de dernière minute peut-il encore être arraché? Nous posons la question à nos invités. David Shemla, bonsoir. Vous êtes secrétaire général européen de l'association DICOL. Et Yitzhak Levanon, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur israélien au Caire. Nos reporters sont encore une fois ce soir mobilisés sur le terrain. On se rendra notamment à la frontière avec la bande de Gaza où nous attend Julia Ganancia. Nous dira si la tension est palpable à quelques heures de l'expiration de cette trêve. On se rendra également à Ashkelon, cette ville qui a été le plus sévèrement touchée lors de ce conflit par les tirs de roquettes. Leslie Rezoug nous tiendra au courant. Tout cela, c'est au programme du Grand Direct ce soir. המשלחת הישראלית לקהיר פועלת מיומה הראשון תחת הנחיה ברורה מאוד לעמוד בתוקף על צורכי הביטחון של מדינת ישראל. نحن نريد اتفاق يستجيب لمطالب شعبنا الفلسطيني ولذلك نؤكد أن حماس جاهزة للتعاطي مع كل الخيارات. כל עוד לא ישוב השקט, החמאס ימשיך לספוג מכות קשות מאוד. Voilà donc pour les images marquantes du jour. Avant de s'attarder sur ces négociations au Caire qui s'achèvent, car on apprend que la délégation israélienne vient de quitter le Caire. On va faire le point tout d'abord sur une information qui a été autorisée à la publication aujourd'hui. Israël qui a déjoué un complot du Hamas en Cisjordanie. Le mouvement prévoyait de renverser le Fatah et de commettre des attaques massives en Israël. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Mathias Inbar, rédacteur en chef i24 News. Bonsoir. Bonsoir. Alors que sait-on de plus sur cette tentative de renversement? Bonsoir Daniel. Bien, tout d'abord un chiffre, 93, c'est le nombre de membres arrêtés, le membre du Hamas arrêtés par les services de sécurité israéliens. Et on comprend, au vu de ce chiffre, l'ampleur des cellules du Hamas arrêtées par Israël. 70 ont déjà reçu leur acte d'accusation. Ils prévoyaient, selon leur plan, en tout cas selon les détails fournis par les services de sécurité israéliens, de renverser l'autorité palestinienne qui siège aujourd'hui à Ramallah et de créer une troisième intifada à l'aide d'attentats de grande envergure dans l'Israël, mais également dans les quartiers est de Jérusalem. Ces cellules, en tout cas, ont été pilotées et le plan a été prévu et planifié par Salah al-Harouri, qui est le commandant militaire du Hamas, qui se trouve aujourd'hui en exil, qui a fait de la prison en Israël et qui se trouve aujourd'hui en Turquie. C'est de là-bas qu'il pilotait toutes ces cellules. Il a réussi à acquérir la somme de $600 000 versés depuis des régions diverses et variées, mais également, notamment, on le sait, par la Jordanie. Et donc c'est une coopération des services de sécurité également jordaniens et israéliens qui a permis de mettre la main sur ces cellules, des cellules qui prévoyaient finalement une sorte de coup d'État, comme le Hamas l'avait fait dans la bande de Gaza en 2007. Alors toujours est-il que cette information n'a été autorisée à la publication seulement aujourd'hui. C'est un timing qui n'est pas anodin?
C'est un timing qui n'est pas anodin parce qu'il faut effectivement réfléchir quant à la journée de cette publication. On le sait, l'autorité palestinienne a toutes les difficultés au monde pour convaincre le Hamas et le bureau politique du Hamas d'accepter cette proposition égyptienne qui a déjà été acceptée, en tout cas dans sa grande majorité, par Israël. Et puis, timing particulier parce qu'on le sait, Israël ne voit pas d'un bon œil cette réunification, cette union, ce cabinet d'union palestinien Fatah-Hamas. Bien évidemment, le Hamas cherche depuis plusieurs années à reprendre le contrôle de la Cisjordanie. Reste à savoir s'il voulait le faire de manière militaire. Et puis, après les appels, j'ai passé plusieurs appels auprès de responsables palestiniens, et c'est assez symptomatique de la tension ambiante sur le terrain, ni ne confirment, ni infirment cette information, parce que les services de sécurité israéliens l'ont déclaré. Ils disent avoir prévenu les services de sécurité palestiniens qui sont formés par les Européens de l'imminence de ces cellules. Merci beaucoup Mathias Inbar pour toutes ces informations qui interviennent donc en pleine discussion au Caire. Je vous le disais, la délégation israélienne Yitzhak Levanon vient de quitter le Caire. On parle d'un optimisme côté palestinien. Un coup de théâtre diplomatique peut encore arriver ce soir? Regardez, il reste 4 heures. Je crois que c'est un peu difficile d'arriver à un accord complet et total. Et parce que, disons, si je me base sur des pourparlers ou des négociations antérieures, pas seulement avec les Palestiniens, mais dans tous les pourparlers, disons que 2 ou 3 heures avant, la date limite et se faufile à l'horizon, un projet concret plus ou moins, et ça manque une virgule, ça manque un point pour le compléter. Je ne vois pas ni la virgule ni le point ce soir-là. Et donc, je crois qu'il faut s'attendre qu'on va arriver, à moins que la partie palestinienne prend conscience que la situation de ne pas arriver à un accord ou de ne pas prolonger le cessez-le-feu est néfaste, disons, à la position palestinienne. À part cela, je crois qu'on ne pourra pas arriver à un accord complet ce soir. Vous partagez cette analyse, pas d'accord complet ce soir, peut-être une prolongation de la trêve? Je crois qu'au mieux, ce qu'on peut espérer, c'est une prolongation de la trêve, effectivement. Je partage tout à fait l'analyse de M. Levanon sur la possibilité de trouver une solution en 4 heures. Vous savez, c'est un problème dont on parle depuis des années. Ça ne résout pas en 4 heures ce qu'on n'a pas réussi à faire en 40 ans. Maintenant, je pense que les deux côtés n'ont pas intérêt à une reprise des hostilités. Les Israéliens, évidemment pas, à moins qu'évidemment ils ne soient attaqués. Quant aux Palestiniens du Hamas, il me semble, alors là, ça sera peut-être le sens de notre débat de ce soir, qu'une partie de leurs objectifs, de leur point de vue, sont atteints déjà par cette opération. C'est-à-dire lesquels? C'est-à-dire que, rappelons-nous, où était le Hamas il y a 3 mois. Avant, évidemment, ils étaient d'abord une situation politique très difficile. Le conflit syrien avait vu leurs alliés naturels s'opposer les uns contre les autres. Le Hezbollah d'un côté contre les Syriens de l'autre. D'autre part, la situation politique intérieure dans la région était très affaiblie du fait notamment du pouvoir de Sisi en Égypte qui avait coupé les ponts avec les frères musulmans déjà, qui a détruit les tunnels qui leur servaient de construire toute leur économie. Il y a eu plus de 1300 tunnels qui ont été détruits entre l'Égypte et Gaza, et toute leur économie était basée sur ces tunnels. Donc économiquement était affaibli, militairement aussi. Donc quel était l'objectif du Hamas, me semble-t-il, dans cette opération? C'était de revenir dans le centre du jeu. Israël n'a pas voulu négocier avec le gouvernement d'union nationale qui avait été mis en place il y a 3 mois, il ne l'a pas reconnu. Donc le Hamas a voulu revenir au centre du jeu. Il est revenu du fait au centre du jeu, et aujourd'hui Israël négocie de facto au Caire, via les Égyptiens certes, mais avec le Hamas. Donc de leur point de vue, ils ont déjà acquis pas mal d'objectifs. Victoire du Hamas qui renaît de ses cendres, Yitzhak Levanon, vous êtes d'accord? Regardez, je crois qu'à mon avis, c'est un peu virtuel toute cette... Et je ne crois pas que le Hamas a gagné quelque chose. Parce que si on regarde ce qui s'est passé pendant 1 mois, la position égyptienne n'a pas changé du tout, même pas d'un seul iota. Et depuis le début, elle a insisté que ce soit une délégation d'unité nationale, disons, avec la participation de l'autorité palestinienne. Et c'est avec eux qu'il parle. Et secondo, les propositions faites par les Égyptiens n'ont pas changé. La position d'Israël n'a pas changé. Et il y a des dissensions internes. Ça, il faut l'avouer. Il y a des dissensions internes à l'intérieur de la délégation palestinienne, et plus précisément entre le Hamas sur place qui voit la souffrance, la destruction, ce qui s'est passé, et la personne qui se trouve à Doha et qui mène la bonne vie avec des hôtels, la bonne nourriture de Machal. Alors on va faire le point justement sur ces positions israéliennes et palestiniennes avec ce reportage signé Elsa Mourg. Elle nous fait donc le point sur les négociations en cours.
Le compte à rebours est lancé. Négociateurs israéliens et palestiniens doivent trouver un accord avant ce lundi, minuit. Depuis dimanche et durant tout l'après-midi, des discussions indirectes ont eu lieu entre les différentes parties au Caire avec l'intermédiaire des Égyptiens. Leur but, transformer le cessez-le-feu en vigueur depuis le 11 août en trêve permanente. Mais pour l'instant, aucun signe d'un accord potentiel. 2 points de blocage principaux. Premièrement, la démilitarisation de la bande de Gaza réclamée par le gouvernement israélien, une option inenvisageable d'après le Hamas. Autre point de tension, la levée du blocus de l'enclave palestinienne revendiquée par le Hamas, le djihad islamique et le Fatah. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, doit rencontrer par ailleurs le dirigeant du Hamas, Khaled Mashal, au Qatar, dans un ultime effort pour faire avancer les pourparlers. Les médiateurs égyptiens ont suggéré une prolongation du cessez-le-feu pour donner plus de temps aux négociations, une proposition qui pourrait être refusée par le Hamas. Nous voulons un accord qui satisfait le peuple palestinien. Nous confirmons que le Hamas est prêt à toutes les options. La balle est maintenant dans le camp d'Israël. La position du Hamas sera en fonction de ce que le côté israélien décide. Si aucun accord n'était convenu, la reprise des hostilités reste une éventualité. Autre scénario possible, un équilibre fragile basé sur la dissuasion mutuelle, une situation temporaire qui ne remettrait pas en cause le fond du problème et d'où pourraient ressurgir les questions difficiles. Un statu quo qui ne serait pas plus soutenu par la population palestinienne que celle d'Israël. Vous êtes d'accord, David Shelma? Finalement, on va se diriger vers ce scénario avec cette célèbre formule, le calme contre le calme et pas de solution définitive. Ce serait la pire des solutions que de rester encore dans cette situation de calme contre le calme, parce que ça veut dire dans 6 mois, ça va recommencer. Donc je crois, enfin, il est probable malheureusement que ce soit le scénario vers lequel on se dirige, s'il n'y a pas parallèlement une initiative politique très forte avec le soutien des Égyptiens, des Saoudiens, des Européens, des Américains évidemment, et avec l'autorité palestinienne, qui est le partenaire avec lequel Israël doit négocier pour changer la donne dans la région. S'il n'y a pas vraiment une initiative politique à ce niveau-là, on risque de se retrouver dans 6 mois ou dans 1 an dans la situation dans laquelle on était il y a quelques semaines. Alors justement, vous qui représentez le camp de la paix, vous y croyez vraiment à un accord durable avec le Hamas aujourd'hui qui ne renonce pas à son ADN, qui est finalement la destruction de l'État d'Israël? Je ne parle pas d'accord avec le Hamas, je parle avec l'autorité palestinienne. Je pense que c'est eux les partenaires avec lesquels il faut négocier. Malheureusement, ça fait 20 ans que Israël, depuis les accords d'Oslo, mène des négociations. Et du point de vue des Palestiniens, rien n'a vraiment été acquis. Enfin, les accords n'ont pas été respectés de part et d'autre. Les responsabilités sont partagées. On ne peut pas refaire l'histoire ce soir. Il faut maintenant avancer. Il faut ne pas revenir encore à ce blocus dans ce processus de négociation, parce que le statu quo, c'est la pire des choses. Dans cette région du monde, vous savez, quand on n'avance pas politiquement, alors c'est malheureusement les terroristes et la droite, enfin les extrémistes de part et d'autre, qui prennent le dessus. Il faut profiter de toute situation pour avancer politiquement vers une solution. On connaît les paramètres d'une solution de part et d'autre. Évidemment, on n'est pas d'accord, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut avancer. Sinon, de part et d'autre, les extrémistes en profiteront pour avancer leur point de vue. Alors, le statu quo est la pire des choses, et pourtant, on a l'impression que ni le Hamas, ce statu quo, c'est-à-dire une opération massive dans la bande de Gaza, et puis 2 ans plus tard, on se retrouve dans cette même configuration du Hamas qui s'est réarmé, qui tire des roquettes sur Israël. Pas d'accord durable entre les 2 parties. À mon avis, un statu quo n'est pas généralisé. Il y a un statu quo pour cela, il y a un statu quo pour autre chose. Si on parle de processus de paix général, comme David vient de le mentionner, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Et moi, il va être lancé ou bloqué, justement? Non, regardez, on peut pas faire les 2 choses à la fois. Et arriver à un accord après la guerre de Gaza et en même temps, disons, prendre l'initiative avec Abou Mazen. Pour la simple raison, c'est que Abou Mazen n'est toujours pas à Gaza. Abou Mazen n'a pas la force d'y arriver à Gaza. Et le Hamas perçoit Abou Mazen comme une personne qui est très faible. C'est le Hamas qui le dit. D'ailleurs, regardez ce qui vient de se passer. Abou Mazen veut parler avec Khaled Mashal. Mashal ne vient pas à Ramallah. C'est Abou Mazen qui doit partir à Doha. Et ce matin même, un journal principal de Qatar attaque Abou Mazen et le nom qui est un idiot, qui est un stupide, qui ne comprend rien du tout. C'est le président de l'autorité palestinienne. Donc lorsqu'on parle de reprendre le processus, c'est bon, c'est vrai, il faut le faire, mais à mon avis, il faut le déférer, disons, jusqu'à qu'on termine avec la question de Gaza, parce que c'est crucial. La question de Gaza, elle est à la fois politique, elle est à la fois militaire, mais elle est aussi sécuritaire. C'est très important de le dire. Donc, si on arrive à une solution,
Et la solution, elle est très claire, on l'a dit sur ce plateau il y a un mois. Israël peut être généreuse envers la population civile palestinienne à Gaza en termes des passages, en termes de droits maritimes, en termes de l'aéroport, tout ce que vous voulez. Face à cela, il faut démilitariser Izzeddin el-Qassam, qui est l'aile ou la branche militaire de Hamas. Le Hamas n'est pas là toujours. Il insiste. Je crois que le Hamas vit dans une certaine illusion que comme quoi il a gagné la guerre. C'est pas vrai, il n'a pas gagné la guerre et il ne peut pas imposer ses conditions. Abou Mazen le dit, les Égyptiens le disent, les Américains le disent, tout le monde le dit. Donc il faut arriver à un point que le Hamas comprenne que oui, il peut sauver Gaza, on peut, oui, retourner vers la population civile palestinienne à Gaza, mais il faut démanteler l'arsenal militaire du Hamas. Et ça, le Hamas n'y est pas prêt du tout, et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y aura pas d'accord permanent, vraisemblablement, ce soir dans 4 heures. C'est là que la trêve donc va expirer entre Israël et la bande de Gaza. On va d'ailleurs tout de suite se rendre à la frontière. C'est là que l'on retrouve notre envoyée spéciale, Julia Ganancia. Julia, bonsoir. Est-ce que la tension est palpable à quelques heures de l'expiration de la trêve? Bonsoir Daniel, écoutez, pour l'instant la situation est très calme ici à la frontière avec la bande de Gaza. Nous n'avons pas pu voir d'opération, d'action militaire puisque le cessez-le-feu est effectivement respecté. Cependant, il y a bel et bien une présence. Nous avons pu observer des soldats et puis aussi des tanks déployés tout au long de la frontière, ce qui nous laisse comprendre finalement que l'État hébreu se prépare à toute éventualité. Il faut dire que les discussions sont toujours très difficiles actuellement au Caire. Il est peu probable que l'on trouve un accord de trêve d'ici minuit. Et dans ces cas-là, de tous les cas, l'État hébreu se prépare à tous les scénarios. Après la fin de la trêve, soit le Hamas reprend ses tirs, et à ce moment-là, ici, à la frontière avec Gaza, l'armée israélienne sera préparée et sera prête à répondre par la force. L'autre scénario, c'est que le Hamas, finalement, maintienne le calme. Et dans ce cas-là, on pourra imaginer peut-être un accord un peu plus long, une trêve un peu plus longue. Mais dans tous les cas, ici, l'armée est véritablement prête à répondre par la force si toutefois il devait y avoir des tirs qui reprennent depuis la bande de Gaza vers Israël. Vous savez qu'au Caire, les discussions sont très difficiles actuellement. Il faut dire que depuis le début de l'opération Bordure Protectrice, c'est au moins 3488 roquettes qui ont été lancées depuis Gaza vers Israël. Et c'est ce qui explique que l'État hébreu et que le gouvernement israélien est intransigeant sur la question du démantèlement et de la démilitarisation de la zone de la bande de Gaza. Et pendant ce temps-là, justement, dans la bande de Gaza, Julia, ce sont des initiatives de reconstruction qui se multiplient. D'ailleurs, un nouveau bilan humain dans la bande de Gaza fait état de plus de 2000 morts aujourd'hui. Et puis, le coût des dégâts s'élève à plusieurs milliards de dollars. Alors, bien sûr, si ce soir, une trêve, un accord est trouvé au Caire, et bien ensuite, il s'agira de reconstruire la bande de Gaza qui a beaucoup souffert des bombardements, qui a beaucoup de bâtiments détruits. Donc après, ce sera certainement au Caire que les donateurs, les principaux donateurs, dont font partie le Qatar, se retrouveront pour chiffrer les besoins de Gaza et puis pour commencer une reconstruction. La somme sera certainement donnée ensuite à Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, pour tenter une reconstruction, mais pour l'instant on n'en est pas là. Nous attendons toujours de savoir si une trêve un peu plus longue, si un accord est trouvé, et ensuite nous parlerons certainement d'une reconstruction dans la bande de Gaza. D'ailleurs, l'armée israélienne a déclaré aujourd'hui avoir fait passer 244 camions aujourd'hui depuis Israël vers Gaza, des camions remplis de nourriture et de médicaments. Merci beaucoup Julia Ganancia en direct de la frontière avec la bande de Gaza. David Chemla, vous êtes au contact de la population israélienne. Vous avez participé notamment samedi soir à ce rassemblement pour la paix à Tel Aviv. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les Israéliens? Je crois que la population israélienne est plus mûre que ce qu'on peut parfois penser. Elle peut être capable de comprendre qu'on ne peut pas gagner militairement ce conflit. Alors on a entendu pendant tout ce conflit la phrase « Ten letzal et natsear », ce qui veut dire « laisser l'armée gagner », mais les dirigeants israéliens et l'état-major a, je crois, justement pris les bonnes décisions, à savoir au moment où il fallait sortir de Gaza, d'en être sorti, après avoir détruit les tunnels, parce que
entrer plus profondément dans le territoire gazaoui, ça aurait évidemment entraîné beaucoup plus de victimes côté israélien et également côté palestinien, et sans avoir la garantie de pouvoir détruire militairement le Hamas. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est pratiquement aujourd'hui mission impossible, parce que le Hamas c'est une partie du peuple palestinien, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une organisation militaire, c'est aussi une identité. Aujourd'hui, on ne peut pas se débarrasser du Hamas, je crois qu'il faudra d'une façon ou d'une autre les faire entrer dans le jeu politique. On ne peut pas les ignorer. Alors, ce ne sont pas des gens sympathiques, on ne fait pas la paix avec ses amis, on fait la paix avec ses ennemis, quels qu'ils soient, et donc il faut les faire entrer en jeu. Vous savez, il y a eu des manifestations cette semaine, enfin il y a 2-3 jours je crois à Hebron, en soutien au Hamas. Il y a, moi j'entends d'amis palestiniens qui sont pro du Fatah, qui ont milité depuis 20 ans pour la solution en 2 États, etc., qui sont désespérés, parce qu'ils voient autour d'eux la population palestinienne de Cisjordanie prendre parti pour le Hamas de plus en plus, les soutenir. C'est une identité, enfin de leur point de vue, ils se battent pour la même cause, hein, même si les moyens ne sont pas des bons moyens, ils ne sont pas des gens sympathiques. Donc le fait qu'Israël ait démantelé ce que vous avez annoncé tout à l'heure au niveau des informations, ce coup d'État potentiel en Cisjordanie, je crois que c'est important que ce soit dit, aujourd'hui encore plus, et ça peut être un moyen justement de reprendre une initiative avec Abou Mazen, parce que c'est lui le partenaire officiel, et je suis d'accord avec M. Lebanon, on ne peut pas mener parallèlement ce soir un cessez-le-feu et une négociation politique, c'est en second temps. Sur quoi il va déboucher ce conflit? Est-ce que ça va renforcer justement le processus de paix? Le Hamas est, de mon point de vue, sorti renforcé par rapport à la situation dans laquelle il était trop, même si militairement ça fait pas ils sont des du processus de paix avec l'autorité malheureusement palestinienne. pas. C'est dommage qu'il y a 3 mois, on n'ait pas négocié avec le gouvernement d'union nationale qui avait été accepté, en tout cas par Abou Mazen. Bon, maintenant, nous en sommes après cette guerre. Il faut penser à demain. Il ne faut pas revenir constamment à l'étape d'avant parce qu'on ne s'en sortira pas. Il faut penser à demain, vers où on va, quoi. Alors justement, les Israéliens qui pensent également à demain, aux heures qui viennent et qui craignent peut-être une reprise des hostilités, on leur a demandé si c'était le scénario qu'ils redoutaient. Tour d'horizon. J'espère qu'on aura le calme à minuit, qu'on trouve une solution, qu'on mette fin à ces guerres. Les combats continueront après minuit. On a déjà demandé un cessez-le-feu, mais l'organisation qui cherche à nous nuire à Gaza ne l'a pas respecté. J'espère et je crois que les combats cesseront. Et j'espère qu'il n'y aura pas encore un cessez-le-feu, mais un accord de paix durable. Je peux dire simplement que j'espère que ça va continuer comme aujourd'hui et que les deux camps, surtout Israël, comprennent l'importance que ça a. On ne peut que souhaiter le meilleur pour tous, dans les deux camps. La seule chose que je souhaite, c'est qu'il y ait la paix. Je veux vraiment et sincèrement la paix. Je ne veux vraiment pas de problème, de bombardement et toute cette situation. Israël ne veut pas faire la guerre, mais dès le moment où il tire, Israël est obligé de riposter. Moi, je pense que ça va continuer la trêve. J'espère que le cessez-le-feu va durer, mais bon, j'ai pas beaucoup d'espoir. La pression de la communauté internationale fera que ce soir à minuit, il n'y aura absolument plus de reprise des combats, j'en suis persuadée. En tant que diplomate, vous partagez cet avis optimiste, la victoire de la diplomatie? Regardez, je crois qu'il faut prendre en considération l'état d'esprit qui se trouve à Gaza aujourd'hui même. Je parle de la population en général. Je ne parle pas du Hamas. Bon, le Hamas, il a sa propre agenda, donc c'est clair. Mais je crois que dans les rues de Gaza, par exemple, on a revu ce matin la police, de nouveau, qui a disparu pendant 1 mois à peu près. Et on trouve la population qui retourne au normal. Et je crois que dans l'esprit, ou cet état d'esprit de la population palestinienne à Gaza, c'est que pour eux, la guerre, elle est terminée. Disons, en d'autres termes, ce qui nous concerne ce soir, c'est qu'on ne va pas retourner au stade des hostilités. Ils ne sont pas pour cela, la population palestinienne à Gaza. Mais ce n'est pas elle qui décide, c'est le Hamas. Oui, mais le Hamas, regardez, le Hamas sur place, c'est une chose, et le Hamas de Khaled Mashal, c'est une autre chose. Les gens sur place, ils sont en contact avec les gens, ils sont en contact avec la population, ils savent ce qu'ils ressentent. Je crois que ce sera très difficile pour le Hamas aujourd'hui de reprendre les hostilités à minuit et 1 minute, parce que la population, elle en a marre à Gaza, elle est fatiguée après 1 mois de ce qui se passait. Le second point, c'est que dès l'instant qu'Israël a demandé à la délégation israélienne de quitter le Caire, ce qui veut dire en termes diplomatiques et pratiques, c'est que la balle, elle est dans le camp palestinien. C'est à vous de dire oui ou non. Nous sommes prêts. On a entendu un responsable de Hamas dire exactement le contraire. Oui, mais c'est partie du jeu, ça. C'est la partie du jeu. Je quitte.
La balle, elle est chez vous. Donc, vous me dites oui, vous me dites non, et à minuit et 1 minute, on va décider. Le troisième point qui me gêne à moi, et là, je retrouve ce que David vient de dire ici. Nous, on a dit à Abou Mazen sur ce complot-là, parce qu'on travaille carrément en collaboration très étroite avec la sécurité. Pourquoi Abou Mazen n'a rien fait? Pourquoi il attend qu'Israël arrête ces gens-là? Pourquoi Abou Mazen n'a rien fait? Parce qu'il ne veut pas se disputer, il ne veut pas se chamailler avec le Hamas. Parce qu'il a un autre agenda. Lors notamment du kidnapping de ces 3 Israéliens, il a eu des paroles qui ont été courageuses de condamnation face au Hamas. Vous pensez que c'est suffisant pour trouver une solution globale à une question qui est énorme? Qu'est-ce que vous en pensez, David? Je pense qu'Abou Mazen, il faut se mettre à sa place, dans quelle position il est. En pleine guerre contre Gaza, il a critiqué le Hamas et les méthodes utilisées. Rappelons-le, c'est pas facile. Alors, et la coopération militaire existante entre le Shabak, enfin, le Shin Bet et les forces palestiniennes de Cisjordanie continue, même pendant le conflit, ça a continué. Ce complot est contre lui. Ce complot est contre lui. Tout à fait. Non, ce que je veux dire, c'est que la coopération continue. Donc, c'est un allié aujourd'hui d'Israël. Et je crois que... moi, je me souviens, il y a 2-3 mois avant ce conflit, Netanyahou dire, après le gouvernement de l'Union nationale, on traitait d'Abou Mazen de terroriste parce qu'il faisait une alliance avec le Hamas. Aujourd'hui, tout le monde l'encense. Donc, bon, rappelons les choses aussi. Alors, c'est dommage qu'on ait perdu trop de temps. Je crois qu'il faut effectivement se comploter contre lui. Il faut négocier, reprendre négociation avec lui en tant que chef de l'autorité palestinienne. Et puis parallèlement, effectivement, trouver un arrangement sécuritaire sur Gaza qui nous donne à nous les garanties indispensables. Et disons que vis-à-vis du Hamas, on ne trouvera pas de solution avec eux aujourd'hui. Si on trouve une solution avec la Cisjordanie et avec Abou Mazen, je pense que c'est le meilleur moyen d'affaiblir le Hamas. Il y a des choses à Gaza qu'Israël a déjà acceptées, à mon avis. C'est la question des passages, la question des camions qui passent. On en a parlé aujourd'hui, de doubler, même de tripler le nombre de camions qui passent. Et on est prêt aujourd'hui, de façon graduelle, jusqu'à début 2015, jusqu'à janvier 2015, que l'espace maritime, disons, passe de 3 à 6 à 12 miles nautiques. Et je crois que on est prêt, par exemple, qu'Abou Mazen reprenne dans la partie palestinienne, à côté, enfin, dans la partie de Gaza, et tout le contrôle des passages, de tous les 6 passages, y compris celui des Égyptiens. Donc, je crois qu'il y a des choses qu'Israël est prête à faire. La seule chose qui intéresse Israël, parce que c'est là où le gouvernement israélien a donné, il a promis à la population générale en Israël, et Netanyahou ne peut pas ne pas le faire, c'est que la question de sécurité pour la population israélienne. Maintenant, la question de la sécurité, elle ne passe pas avec une promesse de Hamas comme quoi, ok, je vais jouer maintenant le jeu de l'enfant qui est très bien. Ça passe pas. Et ça doit passer avec un contrôle international, local, égyptien, régional, dites ce que vous voulez, pour démanteler l'aile militaire de Hamas. Merci beaucoup Yitzhak Levanon, David Shemla, d'avoir décrypté la situation. Je vous rappelle que la délégation israélienne vient de quitter le Caire. On parle d'optimisme côté palestinien alors qu'on n'est plus à moins de 4 heures maintenant de l'expiration de ce cessez-le-feu de 5 jours entre Israël et le Hamas. On continue de vous tenir informés tout de suite. À la suite du Grand Direct sur i24 News, restez avec nous. Ce sont des heures cruciales pour Israël et le Hamas. La délégation israélienne vient de quitter le Caire. On parle d'optimisme côté palestinien à quelques heures de l'expiration d'une trêve de 5 jours entre les deux parties. Après leur victoire hier et la reprise du barrage de Mossoul, les forces kurdes poursuivent leur offensive contre l'État islamique en Irak. Elles entendent pousser leur avantage en reprenant d'autres localités tombées aux mains des djihadistes. Et puis la garde nationale mobilisée à Ferguson après une nuit de tension. La colère dans cette banlieue du Missouri ne retombe pas, plus d'une semaine après la mort d'un adolescent noir tué par un policier. Et je vous le disais en titre, en Irak, les combattants kurdes poursuivent leur offensive contre les djihadistes dans le nord du pays. Des forces qui sont donc appuyées par des raids américains. Les combats se poursuivent alors que les Kurdes ont infligé à l'État islamique son plus important revers en reprenant le contrôle du plus grand barrage du pays. On voit ça avec Elsa Mourgue.
Sur le terrain, les combats continuent. Les Peshmerga, les soldats kurdes, tentent de reprendre, mètre après mètre, les territoires contrôlés par les djihadistes de l'État islamique. D'après un responsable kurde, ils ont réussi à reprendre le plus grand barrage d'Irak au nord de Mossoul. Un barrage éminemment stratégique car il fournit de l'eau et de l'électricité à la majeure partie de la région. Il était tombé aux mains des djihadistes il y a 10 jours et ils auraient pu le faire exploser et provoquer de gigantesques dégâts dans la région. La bataille a eu lieu tout le week-end avec le soutien de l'armée irakienne et les bombardements de l'armée de l'air des États-Unis. Après les frappes américaines et la vente d'armes par la France, c'est au tour de l'Angleterre d'envisager une action concrète en Irak. L'envoi de troupes au sol n'est pas encore d'actualité. Toutefois, selon le journal The Times, 6 avions de combat Tornado et un drone britannique survolent les zones de combat. Un engagement qui pourrait se poursuivre à long terme. Ce n'est pas simplement une mission humanitaire. Avec d'autres pays en Europe, nous sommes déterminés à faire ce que nous pouvons pour aider le gouvernement irakien à combattre cette forme nouvelle et très radicale de terrorisme promu par l'État islamique. À l'est, les combats se poursuivent à Tal-Kaïf, tandis qu'à l'ouest, les djihadistes font face à la résistance d'une vingtaine de tribus sunnites. Malgré les combats et la crise humanitaire, le ministre des Affaires étrangères libanais a demandé aux minorités irakiennes de rester chez elles. L'État islamique sera vaincu en Irak et il sera supprimé des terres irakiennes. Mais quelle est la prochaine étape de l'État islamique? Est-ce que les pensées de l'EI resteront dans notre société? Va-t-il être financé et soutenu intellectuellement? Qu'est-ce qui va se passer une fois que l'État islamique sera parti et qui va remplir le vide? Donc la seule solution est le retour rapide des indigènes irakiens dans leur région pour combler les vides. Les Yazidis et les chrétiens, entre autres, sont persécutés par l'État islamique qui ne leur laisse le choix qu'entre la conversion ou la mort. Des dizaines de milliers de chrétiens ont fui Mossoul, mettant fin à une présence de près de 2 millénaires dans la ville. Et on continue de parler de ce dossier avec Fabrice Balanche, spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir. Bonsoir. Alors jusqu'où, selon vous, les Kurdes peuvent-ils pousser leur avantage sur le terrain ? Les Kurdes, avec le soutien évidemment de l'aviation américaine, peuvent repousser l'État islamique des territoires qu'ils ont conquis, des territoires kurdes. Après, évidemment, il leur sera difficile d'avancer dans les territoires arabes sunnites. Il parle évidemment de reprendre la ville de Mossoul, mais ça sera beaucoup difficile parce qu'il ne faut pas oublier que l'État islamique il dispose d'une base. Les populations arabes de Mossoul, du nord de l'Irak, voient dans l'État islamique un rempart justement contre des Kurdes qui voulaient annexer des territoires, un territoire disputé, comme ils disent, pour constituer un Kurdistan indépendant. Et les Arabes qui avaient l'habitude de dominer cette région voient d'un mauvais œil justement la création de ce Kurdistan d'Irak. Et l'État islamique, quelque part, apparaît comme un rempart contre les Kurdes. Alors vous le dites, les Kurdes qui sont aidés par l'aviation américaine. Les Américains qui parient sur les forces kurdes, est-ce que ça ne risque pas de mettre en péril l'unité du pays, de créer un déséquilibre entre ces forces kurdes et les forces centrales ? Effectivement, c'est peut-être pour cela que les Américains ont hésité à apporter dès le départ leur soutien aux Kurdes, parce qu'en renforçant militairement les Kurdes, ils peuvent devenir plus forts. Et de s'émanciper de la tutelle de Bagdad. On peut aussi se poser la question de savoir si les Kurdes n'ont pas laissé faire, notamment l'attaque du Sinjar, pour provoquer une émotion internationale et obtenir un soutien militaire qui leur permettra ensuite de prendre, de s'approcher en tout cas de Mossoul. Ils ont déjà pris la ville de Kirkouk, ville qui normalement est dans l'État irakien, non pas au sein du Kurdistan, mais qui est revendiquée par les Kurdes. Donc effectivement, il y a un risque d'explosion de l'Irak, mais la grande question est de savoir de toute façon, est-ce que l'Irak aujourd'hui est encore un pays viable ? Merci beaucoup pour ce décryptage, Fabrice Balanche. Merci, au revoir. Et on en vient à ces raids non identifiés sur Tripoli en Libye. Les survols ont été suivis de plusieurs explosions. Ils interviennent alors que des affrontements entre plusieurs milices rivales ont éclaté pour le contrôle d'une zone autour de l'aéroport dans le sud de Tripoli. Maël Benoliel nous en dit plus. La situation se dégrade en Libye et suscite l'inquiétude quant à l'avenir politique du pays. Au cours de la dernière vague de violence, les forces armées ont bombardé plusieurs cibles près du port international de Tripoli.
La tension est montée d'un cran encore aujourd'hui. En effet, des avions de chasse non identifiés auraient essuyé des tirs dans le ciel de la capitale libyenne. Selon certaines sources, ces avions étaient envoyés par le général dissident Khalifa Haftar. Haftar aurait utilisé les avions de chasse d'une base aérienne de Benghazi, tombés sous son contrôle contre des militants islamistes. En juillet dernier, un diplomate des Nations Unies était envoyé dans la région, mais cette récente escalade a forcé l'organisation à retirer tous ses représentants présents en Libye. Certains observateurs voient ces événements comme la conséquence directe de l'échec de l'intervention occidentale en Libye. 3 ans après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, aucune alternative durable ne s'est présentée dans le pays. Le gouvernement libyen espère maintenant que cette nouvelle hausse de la violence fera réagir la communauté internationale. Il appelle à une initiative globale visant à redresser le pays et à protéger ses citoyens. En bref, au Yémen, manifestation massive à Sanaa à l'appel de la rébellion chiite. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de la capitale pour réclamer la chute du gouvernement yéménite. De strictes mesures de sécurité ont été mises en place. Aucun incident n'a été signalé. Une question à présent, la médiation de la France et de l'Allemagne peut-elle payer dans la crise ukrainienne? La Russie a fait état aujourd'hui de certains progrès obtenus lors d'une réunion hier à Berlin, mais Kiev met en garde, de longues discussions sont encore nécessaires pour sortir du statu quo. Les détails avec Leslie Rezog. Des pourparlers qui s'annoncent longs entre Kiev et Moscou. Objet du débat, le conflit qui agite l'est de l'Ukraine entre l'armée et les séparatistes pro-russes. Dimanche à Berlin, le ministre ukrainien des Affaires étrangères s'est dit prêt à dialoguer, une volonté partagée par son homologue allemand. Ce sont des négociations difficiles, mais je pense et j'espère que nous avons fait des progrès. Nous avons convenu que nous allions les signaler rapidement à nos chefs de gouvernement et mardi, nous devrions nous mettre d'accord sur le moment de poursuivre les négociations. Mais l'Ukraine exige avant tout que la Russie assure l'impénétrabilité de sa frontière. Selon Kiev, Moscou importerait du matériel militaire et des armes pour aider les insurgés. À travers des canaux à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, les terroristes ont reçu des armes et des mercenaires venus de Russie. Mais nous n'avons pas d'informations sur leur nombre. Des accusations toujours démenties par la Russie qui affirme délivrer de l'aide humanitaire à une population de plus en plus démunie. À Donetsk, l'un des principaux bastions pro-russes, des tirs ont notamment endommagé une ligne électrique qui alimente la principale usine de traitement d'eau. À Lougansk, l'eau courante, l'électricité et le réseau téléphonique sont déjà coupés depuis plus de 2 semaines et tous les accès à la ville sont fermés. Malgré un accord trouvé samedi entre les autorités ukrainiennes et Moscou, le convoi d'aide humanitaire russe était toujours bloqué lundi matin à la frontière. À retenir également dans l'actualité internationale, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, assure qu'il quittera sous peu l'ambassade d'Équateur à Londres où il vit reclus depuis 26 mois pour échapper à la justice suédoise. Mais encore les réactions de son entourage et des gouvernements impliqués, il pourrait s'agir là d'un vœu pieux. On écoute Julian Assange. Christine Harfson, qui officie en tant que porte-parole de Wikileaks, la journaliste la plus décorée à 2 reprises, peut maintenant le confirmer. Je vais bientôt quitter l'ambassade. Mais peut-être pas pour les raisons que les titres de presse comme Murdoch et Sky News disent en ce moment. La tension est maximale aux États-Unis. Le gouverneur du Missouri a ordonné le déploiement de l'armée pour ramener le calme à Ferguson. La colère dans cette banlieue du Missouri ne retombe pas. Plus d'1 semaine après la mort d'un adolescent noir tué par un policier. Julia Ganancia avec les détails. Plus d'1 semaine après la mort de Michael Brown, la colère ne retombe pas dans la ville de Ferguson. Pour tenter de restaurer le calme, le gouverneur du Missouri, Jay Nixon, a décidé ce lundi d'envoyer la garde nationale. Cette force militaire fédérale de réserve n'est mobilisée par les États que dans des circonstances exceptionnelles. D'autres mesures de restriction de circulation et de fermeture de voies publiques pourraient également être prises pour maintenir l'ordre. Nous sommes tous déterminés à rétablir la paix et la sécurité au sein de la population de Ferguson et je crois que la bonne volonté des gens de cette communauté finira par triompher sur les quelques personnes qui prônent la violence et la destruction.
Dans la nuit de dimanche à lundi, de violents affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Cocktail Molotov, jets de projectiles et vandalisme. La police, lourdement équipée, a fini par disperser les manifestants avec des gaz lacrymogènes. 2 personnes au moins ont été blessées. Les gens marchaient avec leurs enfants et leurs poussettes ou avec leurs enfants dans les bras et ils m'ont donné aucun avertissement ou quoi que ce soit. Ils ont simplement commencé à tirer des gaz lacrymogènes. Nous marchions vers le centre de contrôle où nous allions nous mettre à genoux et dire ne tirez pas. Et ils ont commencé à tirer. Michael Brown, 18 ans, avait été tué le 9 août par un policier. Le drame a ravivé le spectre du racisme aux États-Unis, dans une ville à majorité noire et dont la police et ses dirigeants sont surtout blancs. La communauté afro-américaine reproche à la police la lenteur de l'enquête et sa communication confuse. Nous devons vraiment faire mieux en tant que communauté et nous unir, afin de nous assurer que ces officiers soient tenus responsables pour leurs actions, parce qu'il n'est pas acceptable de tirer sur quelqu'un de sang-froid sans aucune raison. Selon le rapport du médecin légiste, Michael Brown a reçu 6 balles, dont 2 à la tête, la dernière ayant été fatale. Il révèle que les balles ne semblaient pas avoir été tirées à bout portant, car aucune trace de poudre n'était présente sur le corps. Une nouvelle autopsie doit être effectuée cette fois par les services fédéraux à la demande du ministère de la Justice. Jusqu'ici, les versions sur la mort du jeune homme divergent. Selon la police, l'adolescent aurait tenté d'agresser physiquement l'officier dans l'habitacle de sa voiture après avoir tenté de dérober plusieurs paquets de cigares dans une boutique voisine. Selon plusieurs témoins, le jeune homme se trouvait à une dizaine de mètres du véhicule et les mains en l'air quand il a été abattu après une confrontation verbale. Voilà donc pour ces tensions aux États-Unis. Tout de suite, le journal de l'économie dans le Grand Direct. Et on va tout d'abord parler ces ravages du virus Ebola qui ne se limite pas seulement aux aspects humanitaires. Autour de cette dramatique épidémie, c'est l'ensemble des économies d'Afrique de l'Ouest qui s'apprêtent aussi à faire face à un lourd bilan. Regardez ce sujet signé Johanna Citru que l'on retrouve tout de suite après. Ils sont déjà plus de 1000 à avoir succombé à ce virus, Ebola. L'épidémie continue de se propager en Afrique de l'Ouest. Si la situation sanitaire est la priorité, les autorités doivent également faire face à l'impact économique de cette maladie. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont déjà revu leur croissance à la baisse. Mais c'est le cas du Nigeria qui inquiète le plus. Avec ses quelques 20 millions d'habitants, Lagos, la capitale économique nigériane, est la ville la plus peuplée d'Afrique. Pour la plupart des gens, et en particulier au Nigeria, où il fait chaud partout, si quelqu'un transpire et que je rentre en contact avec son corps, je sais que je peux attraper le virus. Donc maintenant, avant d'entrer dans le bus, nous faisons attention. Plus personne ne se presse comme avant dans les bus. Première victime de cette épidémie, les commerçants. Et tout particulièrement ceux qui vendent de la viande d'animaux sauvages, autrement dit de la viande de brousse. Un mets particulièrement apprécié au Nigeria, mais qui peut également être un vecteur de transmission du virus Ebola. Après la venue de l'homme du Libéria qui est mort, on a commencé à être touché. Et maintenant, il n'y a plus de clients et notre viande a pourri et on doit la jeter. On a dû en manger nous-mêmes et le reste, on l'a jeté. Donc oui, on est très touchés. Mais ce que redoute le plus la communauté internationale, ce sont les conséquences sur la production d'hydrocarbures. Selon l'agence de notation Moody's, l'épidémie risque fort d'affecter la main-d'œuvre locale et pousser les compagnies étrangères à évacuer leur personnel expatrié. Or, le Nigeria est le premier producteur de pétrole du continent. Pour faire face à ces répercussions économiques, le président Goodluck Jonathan a débloqué une aide de 1,9 milliard de nairas, soit près de 12 millions de dollars. Et on continue à faire le point sur l'actu éco du jour avec vous, Johanna Citruc. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Et direction pour commencer Moscou. La Banque centrale a annoncé cet après-midi vouloir réduire son arsenal de défense du rouble. Oui, effectivement, malgré la situation qui est plutôt tendue entre d'une part la Russie et l'Ukraine, mais aussi d'autre part la Russie et les pays occidentaux, la Banque centrale a tout de même décidé de réduire son emprise donc sur le rouble, sur la monnaie russe, pour passer à un libre flottement de la monnaie d'ici fin 2014.
2014. Alors en clair, ça veut dire qu'à partir de 2015, son objectif ne sera plus le taux de change, mais le taux d'inflation. Donc comme la plupart des autres grandes banques centrales occidentales, la Banque centrale russe devra choisir et tenter de respecter au mieux un taux d'inflation ni trop faible ni trop élevé, un taux d'inflation en fait qui favorise la croissance. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une décision qui est critiquée par la plupart des économistes qui pensent que le moment est plutôt mal choisi puisque la rouble, la monnaie russe, est actuellement au plus bas à cause des sanctions économiques et aussi à cause de la fuite des capitaux étrangers. Aujourd'hui, il faut plus de 36 roubles pour obtenir un seul dollar, alors qu'en septembre 2013, il en fallait même pas 32. D'ailleurs, en mars dernier, la Banque centrale russe avait dû intervenir et vendre des devises, 22 milliards de dollars, pour faire remonter sa monnaie. Et seulement 1 euro, c'est l'autre actualité du jour pour des maisons en Italie. Oui, en Sicile, les Italiens sont de moins en moins nombreux. Beaucoup ont préféré rejoindre le continent, souvent pour trouver du travail plus facilement. Et pour remédier à ce dépeuplement, plusieurs communes ont décidé de casser les prix de l'immobilier. Et le village de Ganji est même allé plus loin, puisqu'il a mis en vente une vingtaine de propriétés pour seulement 1 euro. Le problème, c'est que pour ce prix défiant toute concurrence, les acheteurs se retrouvent souvent avec des maisons délabrées, des propriétés qu'ils doivent s'engager à rénover dans un délai de 3 ans. D'ailleurs, pour prouver leur engagement lors de l'achat, ils doivent verser 5 000 euros de garantie auprès de la municipalité. Et sachant aussi que la restauration de ce type de propriété coûte en général 20 000 euros. Donc une bonne affaire qui n'en est pas vraiment une. Alors d'autres chiffres ont été révélés, ils sont sérieux cette fois, ce sont ceux de la croissance israélienne. Oui, pour le deuxième trimestre, donc du mois d'avril au mois de juin inclus, la croissance économique israélienne a été plus faible que prévu, 1,7% seulement au lieu de 2,5% comme l'envisageaient la plupart des experts, la plupart des économistes. Et la raison de ce ralentissement, c'est la chute, principalement la chute des exportations, moins 17,7%, alors que ces exportations représentent environ 40% de l'activité économique d'Israël. Et par ailleurs, la croissance annuelle qui est pour l'instant prévue à 2,9% pourrait elle aussi être plus faible à cause de l'impact du conflit entre Israël et le Hamas. Merci beaucoup Johanna Citruc. On va en parler justement de ça, de ce conflit entre Israël et le Hamas. C'est une exception économique dans une zone de guerre. Le point de passage de Kerem Shalom a laissé transiter des marchandises, y compris au plus fort du conflit entre Israël et le Hamas. C'est un reportage signé Maxime Pérez. Il est à cheval entre Israël, la bande de Gaza et l'Égypte. En pleine zone de guerre, le point de passage de Kerem Shalom est une exception. Chaque jour, ces camions délivrent des milliers de tonnes de vivres et de matériaux à la bande de Gaza. Une bouffée d'oxygène indispensable à la population palestinienne. Ces dernières semaines, à cause de l'opération Bordure Protectrice, les marchandises qui arrivent sont différentes. C'est dû au fait qu'il y a une certaine détresse à Gaza. Il y a maintenant beaucoup plus de produits d'hygiène, d'eau, de nourriture, de dons. Si le complexe est contrôlé par le ministère israélien de la Défense, c'est l'autorité palestinienne elle seule qui régule la quantité de marchandises qui passent de l'autre côté de la frontière. Mais quand la situation est calme, réguler le va-et-vient permanent des poids lourds n'est pas une mince affaire. Plus d'une fois dans le passé, le point de passage de Kerem Shalom a été pris pour cible par le Hamas. On peut à tout moment être surpris par des obus de mortier ici, mais ça ne nous empêche pas de poursuivre nos activités sans qu'il y ait de blessés. C'est notre manière de travailler ici. Comme vous le voyez, cet endroit n'est pas tout à fait un complexe civil. Il est conçu pour nous permettre de travailler, y compris quand il y a des menaces. Sur les 130 personnes employées sur ce site, une cinquantaine sont des Palestiniens habitant Gaza. Même au plus fort des combats et des bombardements, ils ont répondu présent. Dormir à Gaza? Tu parles. On ne dormait pas de la nuit et on venait travailler le matin. Maintenant c'est calme, tout va bien. Qu'importe le résultat des négociations au Caire entre Israël et le Hamas, ici au point de passage de Kerem Shalom, avec ou sans cessez-le-feu, des camions de marchandises continueront de transiter vers Gaza.
Et dans ce contexte, l'armée israélienne annonce avoir détruit les maisons des 2 Palestiniens accusés d'avoir enlevé puis assassiné les 3 adolescents israéliens à Hebron. Tous les accès au domicile d'un 3e Palestinien, Marwan Kawasme, présenté comme celui qui a orchestré le kidnapping, eh bien, tous les accès à sa maison ont été condamnés. Plus de détails avec Maël Benodiel. Un drapeau du Hamas qui flotte dans les airs au-dessus de ces ruines, c'est tout ce qu'il reste de la demeure de Hussam Kawasme, cerveau de l'enlèvement et de l'assassinat des 3 adolescents israéliens au mois de juin dernier. Dans la nuit de dimanche à lundi, les forces de sécurité israéliennes ont détruit à l'explosif les maisons à Hébron de Hussam Kawasme et de Amer Abou Aïcha, 2 des 3 auteurs de l'enlèvement et l'assassinat de Gilad, Eyal et Naftali. Un enlèvement et un meurtre qui avait déclenché une série d'événements faisant monter la tension dans la région. Une affaire suivie par une opération de Tsahal contre le Hamas dans la bande de Gaza. La maison de Marwan Kawasme, 3e complice, a pour l'heure été interdite d'accès par l'armée israélienne en prévision d'une future destruction. À la mi-juillet, Tsahal avait émis l'ordre de démolition de ces maisons après que les forces de sécurité israéliennes aient mis la main sur Hussam Kawasme près de Jérusalem. Il s'apprêtait à prendre la fuite vers la Jordanie. Ce dernier a reconnu son implication dans l'enlèvement et le meurtre des 3 adolescents israéliens. Selon les renseignements intérieurs, il aurait aussi admis avoir reçu de l'argent de la part du Hamas pour mettre en place cette attaque. Kawasme a aussi indiqué que les 2 meurtriers sont venus à son domicile après l'assassinat des 3 jeunes. Ensemble, ils se sont rendus dans un terrain vague près du village palestinien de Khalkhoul, acheté par Kawasme en personne peu de temps auparavant pour y enterrer les corps des victimes. Il a également aidé les tueurs Marwan Kawasme et Abou Aïcha à fuir les forces de sécurité israéliennes à leur recherche. Les 2 meurtriers courent toujours. Les 3 adolescents israéliens ont été enlevés et tués près d'Hébron le 12 juin dernier. Cet événement avait déclenché une vaste opération de recherche dans toute la Cisjordanie, conduisant à l'arrestation de quelques centaines de membres du Hamas. La tension s'était un peu plus intensifiée après la découverte des corps sans vie des adolescents à la fin du mois de juin. Un adolescent de Jérusalem-Est avait alors été brûlé vif par vengeance par des Israéliens extrémistes, suscitant toujours plus de troubles dans la région. Voilà, je vous rappelle, l'actualité du jour, ce sont ces négociations qui viennent de s'achever au Caire. La délégation israélienne qui a donc quitté l'Égypte. On parle d'optimisme côté palestinien. On fera bien sûr le point sur la situation tout au long de cette soirée, car le compte à rebours a commencé plus que quelques heures avant minuit. Donc l'expiration de ce cessez-le-feu entre Israël et la bande de Gaza. Alors comment on vit cette situation dans le sud d'Israël ? C'est ce que l'on va voir tout de suite. On va rejoindre Leslie Rezou qui se trouve à Ashkelon, l'une de ces villes qui a été le plus sévèrement touchée lors de ce conflit par les tirs de roquettes. Leslie, vous êtes accompagnée d'un habitant d'Ashkelon qui vous livre son sentiment. Oui, Daniel, effectivement, ici à Ashkelon, dans le centre-ville, eh bien, la population continue de reprendre peu à peu une vie normale. Malgré tout, à quelques heures d'un cessez-le-feu, eh bien, les autorités ont pris plusieurs mesures. Tout d'abord, elles ont décidé de fermer la ligne de train qui relie Sderot à Ashkelon pour plus de sécurité par peur d'éventuels tirs de roquettes. Et les plages également ont été fermées. Les plages d'Ashkelon devraient être fermées demain. Alors, je me trouve ici devant le centre commercial du centre d'Ashkelon avec David. Il est habitant de la ville depuis 12 ans. David, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre ressenti de la vie quotidienne ici ces derniers jours ? Notre ressenti, il est très simple, c'est que la ville, comme vous avez expliqué, reprend goût à la vie. Je ne parle pas de moi personnellement, qui n'a jamais cessé de vivre pour si peu. Et on ressent quand même une tension auprès des habitants qui craignent le retour de la guerre. Mais des fois, on n'a pas de choix. Qu'est-ce que vous pensez d'un éventuel cessez-le-feu ? Est-ce que c'est un espoir pour les habitants du sud d'Israël qui ont été éprouvés quand même par ces tirs de roquettes, par ces attaques à répétition quotidiennes ces derniers jours ? Est-ce que vous espérez un cessez-le-feu ou est-ce que vous pensez que le gouvernement de Benyamin Netanyahou doit aller plus loin et que l'opération bordure protectrice doit se poursuivre ? Au niveau des cessez-le-feu, on y a déjà goûté. Ça fait déjà la 3e guerre que nous vivons ici en Israël. À chaque fois qu'il y a eu un cessez-le-feu, ça a permis au Hamas de se renforcer en armes, parce qu'ils reçoivent quand même leurs armes d'autres pays arabes beaucoup plus riches qu'eux.
En plus de tout ça, ça nous permet de recevoir des missiles de plus en plus puissants. On a commencé, nous, au Gush Katif, avec des petites roquettes de 40 cm. Et là, maintenant, on reçoit des missiles de 1m20, 1m50. On voit vraiment la grosse différence des guerres, la technologie qui avance. On voit les drones qu'ils n'avaient pas avant et qu'ils ont aujourd'hui. Ça devient vraiment un danger pour Israël. Et je pense qu'un cessez-le-feu, ça serait vraiment ridicule. Il faudrait vraiment affaiblir le Hamas comme il faut. Tout ce qui est extrémiste n'est pas bon pour un pays d'une façon ou d'une autre. Je parle de toutes les communautés mélangées, aussi bien la nôtre que la leur. Tout ce qui est extrémiste n'est pas bon. On voit tout ce qui se passe dans les autres pays. Tu es musulman extrémiste avec nous, ou bien sinon on te tue dans la rue, on t'égorge, on te coupe la tête. On voit ça à la télévision, tout simplement. Des assassinats ruraux, des choses qu'on ne voit pas chez nous. On n'a jamais vu des choses pareilles en Israël. Et après, c'est sûr que si on rentre à l'intérieur et qu'on fait un ménage pour affaiblir, je ne dis pas de les éliminer, pour affaiblir vraiment le Hamas qui n'ait plus aucun moyen de tir, de missiles, qui n'ait plus d'armes à poing pour se battre contre Israël. Après, on va passer de toutes les façons pour des méchants et pour des gens qui sont sauvages vis-à-vis de la communauté européenne, quoi. Donc vous le voyez Daniel, la population du sud du pays et d'Ashkelon qui reste malgré tout mobilisée, qui espère pouvoir reprendre une vie normale, mais malgré tout ce cessez-le-feu reste pour le moment assez peu perçu et on a du mal ici dans le sud du pays à croire à un retour au calme complet. Merci beaucoup Leslie Rezoug en direct d'Ashkelon. Et voilà, selon les dernières informations, en tout cas, on se dirige ce soir vers la prolongation d'une trêve. C'est ce qu'affirment plusieurs sources palestiniennes citées par les médias israéliens. Elles affirment qu'on s'entendrait même sur les points principaux d'un accord permanent. Voilà, c'est l'optimisme qui est de mise côté palestinien. On se dirige donc vers la prolongation de la trêve entre Israël et le Hamas alors que l'expiration va sonner à minuit. Reste avec nous dans un instant le débat sur i24 News.